on va parler des brûlures caustiques du tractus digestif supérieur. C'est une question très importante à partir du moment où il s'agit d'une urgence et l'erreur n'est pas permise quand il s'agit d'une urgence. Donc, quelques définitions. D'abord, c'est quoi un produit caustique? Un produit caustique, c'est un produit chimique susceptible d'entraîner des lésions tissulaires au niveau de son lieu d'application. Et on parle, c'est l'intitulé, des brûlures caustiques du tube digestif supérieur représentent l'ensemble des lésions tissulaires secondaires à la prise accidentelle ou volontaire d'un produit caustique. Ça intéresse le tractus digestif supérieur, on va le voir pourquoi, parce que après l'ingestion du caustique, il y a un spasme du pylore qui va avoir tendance à limiter la progression du caustique, mais les dégâts intéressent surtout l'œsophage et l'estomac concernant le tube digestif. Mais ça intéresse le voisin du tube digestif qui est l'arbre respiratoire, soit par destruction de la paroi du tube digestif, donc par contiguïté, soit par inhalation quand il s'agit d'un produit qui est également inhalé. Bien sûr, le caustique passe obligatoirement par la sphère ORL. Et donc, vous voyez déjà qu'il y a intervention, sphère ORL, arbre respiratoire et tractus digestif essentiellement supérieur. C'est un accident malheureusement qui reste très fréquent dans notre pratique. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. L'endoscopie digestive est restée pendant longtemps l'examen clé qui permet un bilan lésionnel initial et ce qui va conditionner l'attitude thérapeutique. Mais actuellement, dans les recommandations récentes, de plus en plus, on va le dire plus loin, que l'examen qui est plus sensible, qui est plus performant que cette endoscopie, on va voir pourquoi, c'est le scanner fait en urgence avec injection de produits de contraste et que finalement, on peut se passer dans pas mal de cas de cette endoscopie digestive. Le pronostic à court terme, c'est le pronostic vital qui est engagé et donc les décisions que vous allez prendre dans le cadre de l'urgence seront très importantes puisque c'est la vie du patient qui en dépend. Quand le patient passe l'épisode aigu, à long terme, à moyen et long terme, c'est le pronostic fonctionnel, puisqu'on va voir cette inflammation, quand elle dure dans le temps, elle va entraîner une fibrose, et la fibrose va entraîner une sténose, et ce qui va entraîner un problème d'ordre nutritionnel. Et à très long terme, c'est la dégénérescence. Et on juge que l'antécédent de prise d'un produit caustique représente un état précancéreux. L'état précancéreux, c'est un état qui augmente la probabilité d'avoir un cancer, et on va terminer avec ça. Ce qui est important à préciser, c'est que l'ingestion de caustique nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, il y a plusieurs disciplines qui interviennent, puisqu'on a vu déjà que ça intéresse la sphère ORL, le tube digestif, et ça intéresse également l'arbre respiratoire. Donc déjà là, on a 3 intervenants, l'ORL, le gastro-entérologue, le pneumo. Bien sûr, c'est le chef d'orchestre qui va coordonner tout ça, c'est le réanimateur, puisque c'est une urgence qui engage le pronostic vital. Bien évidemment, on a un radiologue qui va faire le bilan lésionnel initial et on va le voir quand intervient le radiologue. Et je rappelle que dans les guidelines actuelles, c'est pratiquement toujours, puisque le scanner, c'est un examen très fiable. Quels sont les produits caustiques? On les subdivise schématiquement en 3 types. On a les bases, les acides, et bon, les oxydants et les autres. Les bases, c'est utilisé comme déboucheur de tuyaux, comme nettoyant de four. L'ammoniac liquide est également volatile, donc ça peut aussi entraîner des lésions de l'arbre respiratoire de façon directe. Et l'olivette, largement utilisée chez nous, comme vous le savez, ces bases-là entraînent une nécrose de liquéfaction.
Pourquoi? Parce qu'une base, les parois, les membranes, c'est des graisses, c'est des phospholipides, et avec une base, ça entraîne une réaction de saponification, ce qui va entraîner une nécrose de liquéfaction. Donc, la destruction de la paroi va entraîner une diffusion vers le médiastin, ce qui va engager le pronostic vital du patient. Le caractère visqueux de ces produits explique que leur descente plus lente, que les lésions œsophagiennes, généralement, sont plus sévères et plus par rapport aux lésions gastriques. Bien sûr, ceci ne sera pas vrai si on prend une grande quantité de caustique. Deuxième groupe, c'est les acides. Il y a les acides et c'est des acides forts. On a deux types, c'est l'acide chlorhydrique, c'est des spritzels, ça vous connaissez, l'acide sulfurique, comme l'acide de batterie. Et ces acides vont entraîner une dénaturation, une coagulation des protéines membranaires. Donc vous voyez que les bases vont agir surtout sur les lipides, alors que les acides, surtout sur les protéines. Et donc ça entraîne une nécrose de coagulation. Et si la quantité de caustique n'est pas très importante, cette coagulation, cette nécrose de coagulation, va avoir tendance à limiter la pénétration vers les plans profonds, et donc les lésions seront plus superficielles. Leur caractère liquide, donc le passage rapide de l'œsophage vers l'estomac, explique, et après le spasme du pylore, ça va stagner dans l'estomac. Donc ça explique que les lésions, souvent, sont plutôt sévères au niveau de l'estomac, notamment l'antre, par rapport aux lésions œsophagiennes. Bien sûr, encore une fois, si on prend une grande quantité, ça va entraîner, bien sûr, une destruction tant au niveau de l'œsophage qu'au niveau de l'estomac. Quels sont les autres? Les autres, l'eau de Javel. L'eau de Javel, il faut qu'on en discute parce que l'eau de Javel est sous ces deux formes. L'eau de Javel berlingot, c'est-à-dire l'eau de Javel concentrée, est un véritable produit caustique puisque l'eau de Javel a la particularité d'induire des lésions caustiques et par rapport aux autres produits caustiques, on va le voir que les lésions vont rester évolutives pendant 24-48 heures, voire plus. Ça veut dire, pour les autres produits, ça détruit et ça donne des lésions dans les premières heures et le pic des lésions, on l'atteint généralement à la 6e heure. C'est-à-dire, si on fait une endoscopie à la 6e heure, on a le bilan lésionnel exact. Alors que l'eau de Javel concentrée donne des lésions qui vont avoir une courbe plus lente, et donc si on fait une endoscopie précoce, on va sous-estimer très largement les dégâts. À l'inverse, l'eau de Javel diluée. L'eau de Javel diluée n'est pas caustique. Dans votre pratique future, vous allez voir que la majorité des consultations aux urgences, ça sera l'eau de Javel diluée. S'il vous plaît, examinez votre patient, rassurez. Quand il s'agit d'un enfant, rassurez les parents. Et généralement, c'est des patients qui sont asymptomatiques ou polysymptomatiques, renvoyez-les chez eux sans faire d'autres explorations. Et donc, premier message, pour les caustiques, l'eau de Javel, il faut faire la différence entre l'eau de Javel diluée, qui n'est pas caustique, et l'eau de Javel concentrée, qui est un caustique et qui donne des lésions qui restent évolutives pendant quelques jours, alors que les autres produits caustiques, c'est des heures. Deuxième caustique qu'on n'utilise plus d'ailleurs, c'est l'eau oxygénée qu'on utilisait, ce qui est proscrit dans la désinfection, etc. Et ben, l'eau oxygénée, ça, c'était utilisé dans les fécalums pour essayer de ramollir le fécalum par voie basse et au point de contact des tissus, ça donne des dégâts et c'est un véritable caustique. Les comprimés de permanganate de potassium, ça existe dans les officines. Quand vous préconisez un médicament, n'oubliez pas d'expliquer la façon de le prendre. N'oubliez jamais ça. Parce que si vous mettez des comprimés à visée antiseptique, le comprimé de permanganate de potassium, ça doit se diluer dans l'eau et l'utiliser comme antiseptique.
Si vous donnez des comprimés à un malade sans lui expliquer, et si le pharmacien ne le fait pas, eh bien sûr, il va le prendre par voie orale. Et la particularité, c'est que ça donne des lésions à un point précis, ça creuse, et ça peut entraîner une perforation. Quels sont les facteurs de sévérité? L'étendue et la sévérité des lésions, elles dépendent de plusieurs facteurs. D'abord, on a déjà vu la nature du produit, acide, base, oxydant ou autre, sa forme, liquide, solide, visqueuse ou volatile, et bien évidemment, ça dépend également de la quantité et de la concentration. Un acide fort et un acide faible ne donnent pas les mêmes lésions. Une petite, une grande quantité ne donne pas les mêmes lésions, et ça, c'est des évidences. Le terrain, on a de l'enfant, généralement chez l'enfant, c'est rare que chez l'enfant, l'ingestion soit volontaire. Elle est généralement accidentelle, et quand ça brûle au niveau de la bouche, si l'enfant rejette, généralement, on a affaire à des petites quantités et les lésions sont globalement moins sévères. Malheureusement, assez souvent d'ailleurs, ça passe dans le tube digestif et ça induit des lésions. À l'inverse, l'adulte, plus fréquemment d'une ingestion volontaire et ça traduit obligatoirement une affection psychiatrique grave. Et donc, deuxième message, mis à part le message de l'eau de Javel, n'oubliez jamais lors d'une ingestion de caustique, même si ce n'est pas grave, même si le pronostic vital n'est pas engagé, que si on passe à l'acte, si l'ingestion est volontaire dans un but d'autolyse, ne jamais oublier la prise en charge sérieuse psychiatrique. Parce que le risque, c'est la récidive. Généralement, en cas d'ingestion volontaire, les quantités malheureusement sont importantes et les dégâts, les lésions sont sévères. Quelle est la prise en charge initiale? Quand vous recevez un produit caustique, d'abord, il faut éviter de faire des bêtises. Ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les manœuvres intempestives. Ne pas faire de manœuvres intempestives qui risquent d'aggraver les choses. D'abord, ne jamais faire vomir. Le caustique a induit des lésions à l'allée. L'œsophage était normal. Si vous faites vomir, vous faites le chemin inverse et le deuxième passage du caustique peut être dramatique. On ne peut pas mettre une sonde nasogastrique à l'aveugle, on risque de perforer. Le lavage gastrique ne sert strictement à rien. Il va aggraver les lésions, il va pousser au vomissement, il va favoriser le passage dans les voies respiratoires et donc c'est un facteur aggravant. Ne confondez pas toxique et caustique. On fait un lavage gastrique si on est devant un patient qui ingère, par exemple, des médicaments dans un but d'autolyse. Là, c'est logique. On veut diluer et on veut retirer le maximum de médicaments. Mais en matière de caustique, ceci est formellement contre-indiqué. Les antidotes. Il n'y a pas, globalement, on considère qu'il n'y a pas d'antidote. C'est-à-dire, les dégâts occasionnés par le caustique, elles sont déjà là. Et on ne peut pas, si vous faites, par exemple, vous voulez neutraliser un toxique, un acide par une base, vous allez induire une réaction exothermique et vous allez aggraver les lésions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il ne faut pas faire ça. Il faut interroger l'heure, les circonstances de la prise de caustique, le type, la quantité et la notion de prise de psychotrope pour évaluer le terrain et pour évaluer l'état de conscience du patient. Si le patient est obnubulé alors qu'il a pris de psychotrope, ça s'explique. S'il n'a pas pris de psychotrope et il est obnubulé, ça veut dire que les lésions sont obligatoirement très graves. Il faut... On va détailler la conduite à tenir ultérieurement. L'examen clinique, son but principal, c'est d'abord
éliminer une urgence vitale, prendre les constantes hémodynamiques. L'examen digestif va analyser la souplesse de la paroi abdominale pour rechercher une perforation. L'examen pleuropulmonaire, l'examen de la sphère ORL, et bien sûr, on terminera l'examen neurologique. Quels sont les examens complémentaires? Eh bien, l'examen complémentaire morphologique, on ne fait plus actuellement si on est de les recommandations dans une structure où il y a la TDM, et je précise, la TDM avec injection de produit de contraste, on fait d'emblée une tomodensitométrie. Surtout s'il y a des signes de sévérité. S'il y a des signes de gravité, on fait d'emblée une TDM sans passer par l'endoscopie, parce que la prise de produit de contraste, cette TDM va nous renseigner sur l'étendue des lésions sur la paroi et sur la présence, l'existence ou non d'une perforation. Le bilan biologique, rénal, gaz, etc., c'est dans les formes graves. Première situation. Donc, on a reçu, on a interrogé, on a examiné, on a fait quelques examens. Première situation, il y a une complication immédiate. Quelles sont les complications qu'on peut avoir? La première urgence vitale, c'est la détresse respiratoire. Si vous avez affaire à un patient dyspnéique avec une détresse respiratoire, cette détresse respiratoire peut être en rapport avec de l'œdème au niveau du larynx, pharyngo-laryngé. Si vous avez de l'œdème, vous allez mettre des corticoïdes à forte dose. S'il y a échec, vous allez faire une intubation sous contrôle endoscopique parce que l'intubation, vous imaginez bien qu'elle est très difficile à faire. À l'aveugle, en tout cas, il ne faut pas le faire parce que vous risquez une perforation parce qu'il y a des lésions de la sphère ORL. S'il y a échec ou impossibilité, on passe à la trachéotomie. Si votre patient est en état de choc, si les constantes hémodynamiques ne sont pas bonnes, vous allez faire les mesures de réanimation le plus vite possible, TDM avec injection, sinon d'emblée, c'est là l'exploration chirurgicale avec une mortalité très élevée. S'il y a des troubles neurologiques, agitation, confusion mentale, acidose, insuffisance rénale au bilan, bien évidemment, c'est la chirurgie d'emblée puisque ça traduit des lésions sévères. En cas de perforation, vous avez palpé, il y a de la défense abdominale, une contracture abdominale. Il y a de la douleur rétrosternale, il y a de la dyspnée. Bien sûr, vous suspectez une perforation, soit au niveau du médiastin, soit au niveau abdominal. Là, vous faites d'emblée un examen TDM et la TDM, vous confirmez votre perforation, vous avez une idée sur l'extension des lésions et c'est le chirurgien qui prend la main. Voilà quelques images. Ça, c'est ce qu'on faisait. Ça, actuellement, on fait pratiquement plus puisque ça prend du temps. Le scanner, ça prend quelques secondes et ça vous donne une idée exacte sur la prise de contraste de la paroi, sur l'existence ou non d'une perforation. C'est ce qu'on voit ici avec les bulles qui partent de l'œsophage. C'est ce que vous voyez également ici. Donc, actuellement, dans les formes graves, c'est d'emblée la TDM. Et j'insiste encore, c'est l'examen à faire en première intention devant une forme grave, voire tout court, parce que c'est un examen très sensible avec injection. Si on a une impossibilité de faire le scanner avec injection où il y a une contre-indication à l'injection de produits de contraste dans les formes graves, là, on va commencer par un examen endoscopique. Deuxième situation, actuellement, tous les guidelines sont faits à partir des données de l'endoscopie. Mais ça va changer d'ici peu. On peut changer les algorithmes en fonction de l'atteinte à la TDM. Mais actuellement, ça reste l'endoscopie, du moins chez nous. L'endoscopie digestive haute, elle est systématique. Pourquoi elle est systématique? Parce qu'on peut se dire, on voit s'il y a des lésions ORL, s'il n'y a pas ou peu de lésions ORL, on est rassuré. Jamais. Parce que dans la prise de caustique volontaire, le patient va ingérer
d'emblée le caustique et le passage ORL sera rapide et on peut avoir des lésions ORL qui ne sont pas sévères alors qu'il y a des dégâts au niveau du tube digestif. Et donc, retenez qu'il n'y a pas de parallélisme entre la gravité des lésions bucco-pharyngées et des lésions digestives, ce qui fait de cet examen endoscopique un examen obligatoire. Elle a un quadruple intérêt, un intérêt diagnostique, ça permet de classer les lésions en 4 stades, on va voir, donner une véritable cartographie des lésions, évaluer le pronostic, et donc ça va nous permettre d'établir, de poser les indications thérapeutiques. Je vous rappelle qu'il ne faut pas demander d'endoscopie digestive haute en cas de prise d'eau de javel diluée, surtout quand il n'y a pas de symptômes. Je dirais même s'il y a des petits symptômes avec des brûlures, cette endoscopie ne sert strictement à rien. Et je parle ici de l'eau de javel diluée, pas de l'eau de javel concentrée, qui est un véritable caustique. Non seulement il est caustique, mais il faut rester vigilant parce que le moment de l'endoscopie, on va le voir dans la plaque suivante. Les contre-indications habituelles de l'endoscopie, on est censé avoir examiné le malade, éliminer une perforation, que ce soit au niveau abdominal ou au niveau médiastinal. S'il y a de la nécrose, si vous avez de la nécrose, des lésions sévères, l'endoscopie est très risquée, puisqu'il y a risque de perforation, et de toute façon, dans ces situations graves, elle est moins sensible que le scanner. Donc, on va faire d'emblée le scanner en cas de détresse respiratoire, d'état de choc, chez un patient qui n'est pas conscient, s'il n'est pas intubé. Ça, c'est des contre-indications à l'endoscopie, et on va passer directement là au scanner. À quel moment faut-il la faire, cette endoscopie? Si on la fait trop tôt, on va dire, c'est quoi trop tôt, trop tard? Trop tôt, ça risque de sous-estimer les lésions, puisque les lésions, ça fait une courbe, et nous, on veut faire cette endoscopie au sommet. Si on la fait trop tôt, on va dire qu'il y a peu de lésions, alors que quelques heures plus tard, les lésions vont évoluer et vont devenir plus graves. Trop tard, l'examen sera très difficile parce qu'il y aura de l'œdème et il y a un risque de perforation. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est que cet examen endoscopique, on doit les faire dans les 24 heures, généralement entre 6 et 12 heures de l'ingestion du produit caustique. Vous allez me poser la question, et si je reçois le caustique, il a ingéré le caustique il y a 4 heures. Eh bien, on peut faire l'endoscopie, mais sachez qu'on risque de sous-estimer les lésions. Et si je reçois un patient qui me vient, c'est souvent, on reçoit ces patients-là, qui est évacué de quelque part, et on le reçoit, il arrive après les 24 heures. Le problème, après la 24e heure, l'endoscopie, elle est risquée, puisqu'il y a risque de perforation. On va juger en fonction du contexte, soit on la fait avec une grande prudence, soit on fait d'emblée un examen TDM avec ingestion de produits de contraste, avec injection de produits de contraste qui va donner l'étendue des lésions et la nature et l'étendue des lésions. Pour les externes, on va faire classification simple, comme ça vous allez la retenir. C'est la classification de ce qu'on appelle Di Costanzo. C'est Di Costanzo qui a publié ça, ça fait très très longtemps. Et dans la première publication, elle a le mérite d'être simple. 0, stade 0, c'est un œsophage normal. 1, il y a de l'érythème ou des pétéchies, c'est ce que vous voyez là. Le stade 2A, il y a des ulcérations, ce qui apparaît en blanc, mais ces ulcérations sont localisées. Si ces ulcérations deviennent circulaires, confluentes, c'est un stade 2B. Là, c'est le pylore, c'est l'estomac, c'est le pylore. Ce que vous voyez en noir, c'est de la nécrose. Si cette nécrose est localisée, c'est un stade 3A. Et là, le noir, il est diffus. Si on a une nécrose diffuse, c'est un stade 3B. Et donc, finalement, elle est assez simple, cette classification, bien que ça ne correspond pas à toutes les lésions en pratique. Je vais vous donner des images. 1, c'est érythème pétéchie.
2A, ulcération localisée. 2B, ulcération circulaire, large confluente. 3A, 3 c'est la nécrose c'est du noir. 3A, nécrose localisée. 3B, nécrose diffuse. La classification la plus utilisée par les spécialistes, c'est la classification de Zargar, puisque là, on retrouve ce qu'on a dit précédemment, mais on retrouve également d'autres lésions qui n'ont pas été décrites par la classification initiale de Di Costanzo. Le stade 1, c'est œdème, érythème de la muqueuse, c'est à peu près la même chose. Le stade 2, A, friabilité, hémorragie, fausse membrane, ulcération, mais elles sont superficielles, même si le caractère superficiel, parfois, il est difficile à analyser en endoscopie. Le stade 2B, c'est un 2A, c'est-à-dire il y a la friabilité, l'hémorragie, les fausses membranes, des ulcérations, mais avec ça, il y a des ulcérations plus creusantes et circonférentielles. Vous allez me dire, ça, on retrouve à peu près la même chose, ulcération creusante, circonférentielle. Pourquoi on fait cette subdivision? Parce que les ulcérations, la perte de substance, ça entraîne une inflammation, et l'inflammation chronique aboutit à la fibrose. Et donc, le risque d'évolution vers la fibrose n'est pas du tout le même devant un stade 2A ou un stade 2B. Bien évidemment, vous comprenez aisément que le stade 2B donne plus de fibrose, et donc de sténose. Pour le stade 2B également, quand on a des multiples ulcérations avec des zones circonscrites, localisées de nécrose. Maintenant, pour le stade 3. Le stade 3, c'est une nécrose en îlot. Il y a plusieurs îlots de nécrose. Et quand elle est étendue, c'est un stade 3B. Ça vous donne à peu près ce qu'on a dit dans le Di Costanzo. Retenez pour vous, pour l'examen, retenez la première classification de Di Costanzo, c'est-à-dire le 1, érythème pétéchie. Là, c'est Di Costanzo modifié, c'est la même chose. Voilà. Des lésions oropharyngées. Ça, c'est les cordes vocales. Ça, c'est les sinus piriformes. Et vous voyez cette ulcération large, étendue de l'hypopharynx avec l'œdème des deux sinus piriformes. Vous voyez que c'est gonflé par rapport à ça. Et cette ulcération, il n'y a pas un creuse-pas. Il n'y a pas, regardez, les limites de cette ulcération les limites sont au même niveau. Si elle creusait, on aurait des limites plus surélevées. Donc là, on parle d'ulcération superficielle, large, alors que si elle creuse, on parlera d'ulcération creusante. Bien sûr, l'ulcération creusante est plus sévère. Voilà quelques images des lésions de l'œsophage. Ça, c'est un œsophage normal. Ça, c'est un érythème diffus. Donc, on va classer stade 1. Là, par exemple, vous avez des ulcérations superficielles, mais circonférentielles. Donc, on va classer stade 2B. Là, vous avez des ulcérations, mais vous avez également de la friabilité, de l'hémorragie, et on va classer stade 2. Stade 2 de Zargar. Là, je vous remets la classification. Friabilité, hémorragie, fausse membrane, ulcération superficielle. On va classer stade 2A de Zargar. Et si vous revenez au Di Costanzo, à partir du moment où les ulcérations sont circulaires, confluentes, on va classer plutôt 2B. Donc vous voyez qu'en endoscopie quand même, selon la classification qu'on utilise, il y a des différences. Ah là, c'est du sérieux quand il y a de la nécrose. La nécrose, c'est du noir ou du gris. C'est ce que vous voyez là. Là, c'est un aspect grisonnant sur toute la circonférence. Là également, c'est du noir. Là, au niveau de l'estomac, c'est le pylore. Vous voyez là, c'est du gris noir. Et tout ça, c'est de la nécrose. Le problème avec la nécrose, quand on voit de la nécrose en endoscopie, on ne peut pas dire avec une grande fiabilité, on ne peut pas dire que c'est une nécrose superficielle ou profonde, puisque les différentes tuniques de l'œsophage, c'est la muqueuse. Il n'y a pas de sérose au niveau de l'œsophage, comme vous le savez. Et donc, en endoscopie, j'ai beau à essayer d'améliorer mes performances en regardant avec un peu de temps, si ça ne se contracte pas, je vais me dire, ça ne se contracte pas,
peut-être qu'il y a déjà eu une destruction de la musculeuse, puisque l'œsophage ne bouge pas. Mais c'est des suppositions. Quand on a de la nécrose comme ça, on risque de dire, attention, c'est un œsophage de toute façon qui est nécrosé, et cette nécrose va entraîner des problèmes d'évolution vers une coagulopathie intravasculaire disséminée et d'entraîner le décès du patient. Et donc, attention, on doit opérer le patient en urgence et enlever cet œsophage ou cet estomac ou les deux quand il y a de la nécrose, parce que ça, déjà, ce n'est pas récupérable, puisque c'est un organe qui est détruit. Non seulement il ne sert à rien, il est détruit et il cause des problèmes. Et si cette nécrose est superficielle, il y a des chances de récupération. Et la littérature dit que on s'est rendu compte que quand on pose l'indication d'une œsophagectomie, que finalement l'anatomopathologiste, en analysant la pièce, va vous dire que finalement cet œsophage pouvait récupérer. Et donc, risque de se tromper. C'est pour cela qu'il faut préconiser obligatoirement, dès lors qu'on retrouve de la nécrose, le meilleur examen de loin qui va nous dire l'extension de cette nécrose dans la paroi, c'est la tomodensitométrie avec injection de produits de contraste. Si vous avez dans votre structure une TDM et on va vous dire qu'on fait une TDM, mais on ne fait pas d'injection de produits de contraste, il ne faut pas accepter parce que ça ne sert strictement à rien. Et vous allez irradier le patient pour rien. Deuxièmement, si vous avez un patient qui a des signes de sévérité d'emblée, ne cherchez pas l'endoscopie. Faites un scanner avec injection de produits de contraste. D'emblée, le scanner. Parce que là, c'est une course contre la montre. Plus vous retardez les choses, plus le pronostic sera vital du patient sera engagé. Là, quelques images. Là, c'est l'estomac. Vous voyez que c'est des ulcérations assez larges, mais elles n'atteignent pas la circonférence, alors que là, on a la teinte pratiquement circonférentielle. Donc là, on va plutôt classer 2A et là, on va classer gastrique 2B. Ces lésions vont être classées dans l'œsophage et dans l'estomac. On va parler, par exemple, œsophage 2A, estomac 3A ou 3B, etc. On va faire les combinaisons. Là, vous voyez que ça, c'est le pylore. Là, il y a de la nécrose au niveau de l'estomac. Là également. Là, on va classer stade 3B gastrique. Là, c'est le pylore, puisqu'on a une nécrose diffuse. Et on va dire que cet organe est complètement nécrosé. Et donc, il faut l'enlever. Et si vous l'enlevez comme ça à la hâte, vous risquez d'avoir des gastrectomies inutiles dans 12% des cas. C'est pour cela que, encore une fois, en cas de nécrose, on revient au scanner. Là, par exemple, vous voyez des lésions œsophagiennes. Là, l'évolution après 15 jours. Là, au niveau de l'estomac, ça, c'est le pylore. Ça, c'est une ulcération large. Et là, c'est une nécrose en îlot. Et vous voyez que cette ulcération qui est diffuse, là, il commence à y avoir une rétraction. Le risque, c'est d'avoir une sténose. Et je vais vous parler d'un malade qu'on a reçu d'ailleurs aujourd'hui. Le pronostic. On ne classe pas pour classer. On classe pour avoir un pronostic. Pour les stades 0, 1, 2A, c'est bien évidemment des stades d'excellent pronostic. Il va y avoir une récupération pratiquement complète. Pour le stade 2B, je vous rappelle ce qu'est un 2B. 2B, c'est des ulcérations larges, confluentes, circonférentielles. Le risque majeur, c'est la sténose. Et bien sûr, il y a plus de risques dans l'œsophage que dans l'estomac, puisque l'œsophage est un organe plus étroit. Si vous avez des ulcérations sur la circonférence, eh ben, ça va serrer et ça va donner une sténose. L'estomac, c'est plus large, mais malgré tout, si on a, par exemple pour les acides, si on a un spasme du pylore, le caustique va stagner et il va y avoir des lésions sur la circonférence au niveau de l'antre qui vont évoluer vers la sténose du pylore. Et je vais vous parler d'un malade qu'on a reçu.
Bien sûr, ces lésions, quand on a des ulcérations, si elles sont creusantes, s'il y a de la nécrose localisée, puisque c'est un 3A, il y a risque également d'une perforation secondaire. C'est pour cela que c'est des malades à hospitaliser obligatoirement pour, on va voir, pour nutrition parentérale et pour surveillance. Pour les stades 3B, cela, c'est l'action que vous allez faire en urgence, c'est la course contre la montre, puisque la morbidité et la mortalité sont très élevées. Et plus vous retardez la prise en charge, plus elle sera encore plus élevée. Alors, une petite pause. Là, vous recevez un malade qui a ingéré une base forte, et à gauche, là, vous avez l'œsophage, et là, vous avez l'estomac. Interprétez, classez, et quelle est votre conduite à tenir. Ok, je pense que tout le monde a répondu juste. À gauche, donc c'est une nécrose qui atteint toute la circonférence de l'œsophage. C'est un stade 3B œsophagien. À droite, au niveau de l'estomac, c'est une nécrose étendue. C'est également un 3B gastrique. Donc on est vraiment devant le cas de figure le plus difficile et le plus grave. Alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Obligatoirement, premier examen à faire, c'est la TDM avec injection de produits de contraste. C'est le premier examen. Il peut suffire à lui seul pour donner toutes les informations et toute l'extension. Le deuxième examen à demander, parce que quand on a une destruction de la paroi œsophagienne, le voisin direct de l'œsophage, c'est la trachée. Et s'il y a une destruction de la paroi œsophagienne, il y aura une atteinte de la trachée. Et en fonction de cette atteinte de la trachée, la stratégie chirurgicale risque de changer. Je vais développer plus loin. Donc, conduite à tenir, œsophagite et gastrite stade 3B. Donc, c'est un 3B gastrique. Vous allez dire lésion caustique sévère, 3B de l'œsophage et 3B de l'estomac. On va aller obligatoirement vers une œsogastrectomie en urgence. Pour avoir une décision et ne pas faire d'œsophagectomie, de gastrectomie pour rien, on passe par la TDM thoraco-abdominale avec injection de produits de contraste et une endoscopie bronchique. Pourquoi l'endoscopie bronchique? On a décidé, on a confirmé la nécrose pariétale au scanner. Cette endoscopie bronchique, soit elle ne trouve pas de lésions ou peu de lésions au niveau de la trachée. Ah, ça c'est formidable. Enfin, c'est moins grave parce qu'on va enlever l'œsophage sans ouvrir le thorax. Parce que vraiment, la question, quand on décide devant une ingestion de produits de contraste d'enlever l'œsophage, par quelle voie? Est-ce qu'on doit ouvrir le thorax, à thorax ouvert, pour enlever l'œsophage? Ça, là, il va y avoir une mortalité très élevée. Si on peut l'éviter, c'est-à-dire enlever l'œsophage par voie abdominale, je vais expliquer dans la plaque suivante comment, par voie abdominale, la mortalité va chuter de façon très importante. Mais on ne peut pas enlever l'œsophage par voie abdominale s'il y a de la nécrose, s'il y a un trou dans la trachée. S'il y a de la nécrose dans la trachée, il risque, on va enlever par voie abdominale et on va laisser une brèche ou potentiellement une lésion qui va donner une brèche au niveau de la trachée et on va perdre le patient en post-opératoire. Donc là, s'il y a des lésions sévères à l'endoscopie bronchique, on doit, malheureusement, on est forcé d'ouvrir le thorax pour faire de la réparation de ce qui se passe au niveau de la trachée. C'est ce que vous voyez sur cette plaque. Là, c'est stripping de l'œsophage. Là, c'est dans le cas de figure le moins grave, enfin moins grave par rapport aux deux situations.
là où on va ouvrir, faire une incision au niveau du cou, à gauche, couper l'œsophage cervical, ouvrir l'abdomen et envoyer une sonde, la solidariser ici, cette sonde, et retirer, tirer, et on va faire sortir l'œsophage, c'est ce que vous voyez là, par voie abdominale. Il n'y a pas d'attache de l'œsophage, donc c'est ce qu'on appelle le stripping, et on va enlever l'œsophage par voie abdominale. Demain, Inch'Allah, il y aura professeur Khalfullah qui est un excellent enseignant. Il va vous faire les tumeurs de l'œsophage et il va reparler avec des schémas. Lui, il fait ça de façon assez courante. Il va vous parler du stripping de l'œsophage. Vous voyez, ce qu'on va avoir quand on enlève l'œsophage et l'estomac. Vous voyez, la nécrose, ça c'est impressionnant. Et ça, on ne peut pas laisser ces organes-là. Et plus ça va dans le temps, plus vous retardez l'échéance de l'intervention, plus il y aura des complications générales et le taux de mortalité va grimper. C'est pour ça, dans ces cas de figure, il faut vraiment aller vite et ne pas tarder. Plus vous tardez, plus vous engagez le pronostic vital du patient. Ça, c'est un deuxième schéma. Ça, vous voyez la nécrose ici. Si on est obligé, parce que dans l'endoscopie trachéobronchique, où les données du scanner sont formelles, il y a des lésions bronchiques, bien sûr, on est obligé de faire une thoracotomie, le temps cervico-laparotomie, parce que là, on doit interposer du muscle pour fermer cette brèche au niveau de la trachée. On ne pourra pas la fermer juste par l'abord, par voie abdominale. Et là, les questions que vous allez poser, on va discuter avec le professeur Khalfullah demain, Inch'Allah. Il va faire le live de mon bureau. Quelle est la conduite à tenir dans les stades 0, 1, 2A? Ça, c'est des stades bénins. C'est l'abstention. On ne va pas hospitaliser le patient. On va autoriser l'alimentation orale. Attention, même si les dégâts ne sont pas importants, ne jamais oublier la prise en charge psychiatrique en cas d'ingestion volontaire dans un but d'autolyse. Désolé d'insister, de réinsister, parce que dans les urgences, dans ces cas-là particulièrement, ce n'est pas toujours fait. Ce qui est, à mon sens, une faute médicale, parce que le risque, c'est que le patient repasse à l'acte, et s'il repasse à l'acte avec un autre produit caustique, plus il aura des lésions plus graves, et là, vous ne pourrez pas le récupérer. Dans les stades 2B et 3A, on a dit que ces stades-là, 2B, 3A, vous vous rappelez qu'il y a risque de complications secondaires. Donc ces cas-là, on les hospitalise obligatoirement. Obligatoirement, on les prend. On les hospitalise. On les hospitalise pour faire quoi? D'abord pour surveiller la survenue de complications secondaires. On va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complications secondaires. Pour donner une nutrition parentérale. Certaines équipes, notamment l'équipe du professeur Touchen Koubala, ils ont beaucoup travaillé sur les caustiques et ils ont mis par exemple une nutrition entérale qu'on peut proposer dans certains cas, dans le 2B notamment, ça donne une efficacité équivalente, on va discuter de ça. Les corticoïdes, globalement chez l'adulte, il ne faut pas en donner parce que l'idée, c'était de dire, je ne vais pas commenter ça par la suite, c'est de dire à partir du moment où le malade a des ulcérations diffuses. Donc le risque, c'est la sténose. Et la sténose survient parce qu'il y a de la fibrose. Est-ce qu'en donnant des corticoïdes, on peut éviter cette fibrose? Et du coup, on va éviter la survenue de cette sténose. En tout cas, chez l'adulte, les corticoïdes, on ne les utilise pas parce que non seulement ça ne prévient pas contre la sténose, mais ça peut camoufler un petit peu les signes de complications. Antibiothérapie, ça ne sert pas à grand-chose. Antisécrétoire également.
et les antalgiques, il faut faire très attention à la morphine surtout. Est-ce qu'on met, je vais juste discuter de ça parce que c'est important, une nutrition parentérale ou entérale? Est-ce que par la bouche? Est-ce que par une voie centrale, par les veines? Pourquoi? Le concept, c'est quoi? Dans les caustiques, il y a une fuite plasmatique importante. Et on est en situation d'hypercatabolisme. Et donc, c'est des malades qui vont être rapidement dénutris. Et du coup, il faudra instaurer une nutrition hypercalorique avec un apport hydroélectrolytique adéquat. Et cette nutrition hypercalorique, on pourra la mettre en place avec une nutrition parentérale. On peut substituer dans des centres spécialisés, notamment dans les stades 2B, cette nutrition parentérale par la voie entérale, à condition qu'elle soit hypercalorique, parce que cette voie coûte beaucoup moins cher et elle coûte beaucoup moins, en tout cas, elle revient beaucoup moins cher et elle est plus pratique, à condition que le patient soit stable, soit asymptomatique, qu'il n'y ait pas de vomissement et qu'il n'y ait pas de trouble de la déglutition. La voie centrale, si vous la maintenez plus de 3 semaines, il y a un risque sérieux de surinfection et de septicémie. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on met une voie centrale aux règles d'asepsie rigoureuses. Pour les stades 2, les complications secondaires, au cours de l'hospitalisation, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des infections pleuropulmonaires, voire septicémie, des hémorragies. On a par exemple une nécrose, on a une croûte, elle chute, il risque d'y avoir une hémorragie secondaire par ce qu'on appelle une chute d'escarpe. Le fait qu'il n'y ait pas une perforation à l'admission ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perforation. Il y a risque d'y avoir des perforations secondaires, que ça soit au niveau de l'œsophage qui vont entraîner une médiastinite mortelle, si on n'agit pas rapidement, ou une perforation gastrique. Et donc, le patient doit être examiné de façon répétée pour rechercher ces perforations. Dernier risque, quand ça creuse doucement, ça peut donner des fistules, une communication entre deux organes, gastrocolique, gastrodiodénal, gastrotrachéal, œsobronchique. Et ces fistules-là, c'est généralement ce qui est décrit dans la littérature, ont été vues avec l'eau de Javel concentrée. Justement, parce que quand on reçoit un patient qui a ingéré le caustique, on a tendance à faire l'endoscopie entre la 6e et 12e heure. Et on va établir un bilan. Par exemple, je dis qu'il y a des lésions 2A gastriques. Le patient a ingéré de l'eau de Javel concentrée berlingot, par exemple. Je mets 2A gastrique. Je suis rassuré, je libère le patient. Mais ce que j'ai dit déjà, c'est que l'eau de Javel concentrée donne des lésions qui restent évolutives, qui vont s'aggraver dans le temps jusqu'à 48 heures. Et donc les lésions sont plus graves, mais moi je n'ai pas vu ça parce que j'ai fait l'endoscopie à la 6e heure. Et les malades, soit ils font des complications mortelles, soit ils font des fistules telles que c'est décrit ici. Et donc, méfions-nous, l'eau de Javel diluée n'est pas caustique, l'eau de Javel concentrée, non seulement il est caustique, mais il peut donner des lésions qui resteront évolutives pendant quelques jours. L'algorithme décisionnel pour faire la synthèse, pour les stades 1, alimentation, les algorithmes, ils changent à partir des équipes, mais globalement, le stade 1 et le stade 2A gastrique, c'est alimentation orale immédiate, IPP, je mets un point d'interrogation sur ça. Le 2A œsophagien, pour certaines équipes, ils disent même le 2A œsophagien, méfiez-vous, il faut l'hospitaliser, nutrition entérale, hypercalorique par voie orale, et puis faites un contrôle précoce, un contrôle à J8, 8e jour. 8e jour, s'il y a une amélioration, alimentation orale, on libère le patient.
Si les lésions persistent, on va faire la conduite dans le deuxième arbre décisionnel qu'il y aura dans la plaque suivante. Encore une fois, j'insiste, je réinsiste, je réinsiste, n'oubliez jamais la consultation psychiatrique en cas d'ingestion volontaire. On ne va pas la faire. Idéalement, on va, bien sûr, au niveau de la structure spécialisée, on va solliciter le psychiatre, mais si on libère le patient, que ce soit dans l'immédiat ou plus tard, ne jamais oublier de prévoir cette consultation psychiatrique. Qu'en est-il des stades 2B, 3A? Hospitalisation, surveillance des complications secondaires. On a déjà parlé de la stratégie nutritionnelle. Généralement, elle est parentérale, hyperprotidique, hypercalorique. Et là, ce n'est pas la fin. Ce qui change, le contrôle endoscopique, quand on le fait, ce n'est pas à J8. Il ne faut pas espérer que ces lésions cicatrisent au bout de 8-10 jours. Le contrôle endoscopique, c'est 21 jours. Pourquoi on a choisi ce contrôle à 21 jours? Parce que le malade, il est sous nutrition parentérale. La nutrition parentérale impose une voie centrale sous-clavière, et la voie centrale, si on va au-delà de 21 jours, si on va au-delà de 21 jours, elle risque d'être une porte d'entrée pour les germes et entraîner une septicémie. Et donc, on ne peut pas maintenir une nutrition parentérale au-delà de 21 jours. On devra prendre une décision sur la stratégie nutritionnelle. Donc, à J21, amélioration, on passe à la voie orale. Persistance, on va décider une nutrition par jéjunostomie ou bien on va discuter de faire une dilatation s'il y a une sténose précoce. C'est au cas par cas, c'est dans un centre spécialisé. Pour les stades 3B, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le stade 3B, œsophagien gastrique, c'est la TDM, endoscopie bronchique. Si cette nécrose est transpariétale, de toute façon, on va opérer le patient. Est-ce que par voie abdominale ou par thoracotomie? C'est l'endoscopie bronchique qui répondra à cette question. S'il y a des lésions sévères au niveau de la trachée, on va faire une thoracotomie. S'il y a peu ou pas de lésions, on va enlever l'œsophage par stripping, c'est-à-dire sans thoracotomie. Le patient, on l'a bien géré, il n'a pas fait de complications immédiates ni secondaires. Qu'est-ce qu'il pourra faire tardivement? Le tardivement, c'est après le mois. Eh bien, le risque majeur, il y a deux risques. Le risque majeur, c'est la sténose. C'est la sténose au niveau de l'œsophage ou au niveau de l'estomac. Et quand on a une sténose, on va discuter désolé, il n'y avait pas le son. Donc, je reprends à partir des complications tardives. Voilà. Pour les sténoses, il dit que les sténoses sont soit œsophagiennes, soit gastriques, et
en fonction des cas, on va discuter la dilatation ou la chirurgie. Très tardivement, il y a risque de cancer de l'œsophage. Je vais le discuter plus loin. Voilà quelques images, belles images du transit barytique de l'œsophage, la baryte de la baryte. Cette baryte va épouser les contours de la paroi et ça nous donne ces images-là. Par exemple, là, complètement à gauche, vous voyez un rétrécissement qui est tout à fait régulier, axial dans l'axe et qui est court. Ça, c'est l'idéal. Là, vous voyez également un rétrécissement court. Là, un rétrécissement, même s'il est très serré, il est court. Ça, c'est des malades. C'est des malades idéaux. C'est des malades très faciles à traiter sans aucune hésitation par la dilatation œsophagienne que je vais expliquer plus loin. Là, par exemple, vous avez une dilatation plus longue avec une dilatation de l'œsophage d'amont. Cette sténose, elle est longue, elle est axiale, elle est régulière. Je vais tenter la dilatation et la chirurgie sera discutée en cas d'échec. Là, sur la troisième image, vous voyez là, il y a une petite sténose ici, puis l'œsophage revient normal, et là, il y a une autre sténose à ce niveau-là. Et donc, il y a une double sténose. Ça peut être géré par voie endoscopique. Là, par contre, sur l'image 4, vous voyez clairement qu'il y a une sténose qui est tortueuse, qui est irrégulière, surtout à ce niveau-là. Il y a une petite image d'addition. Et là, cette sténose-là est très délicate, très difficile à dilater, puisqu'il y a risque, quand les sténoses sont longues, irrégulières, excentrées, il y a un risque élevé de perforation. Là, ce qu'on redoute essentiellement, c'est le risque de perforation. Parce que si on perfore un œsophage, on est dans le médiastin et ça va donner une médiastinite sévère. Ces sténoses-là doivent être traitées chirurgicalement par œsophagoplastie, c'est-à-dire on va enlever l'œsophage et à la place de l'œsophage, on va mettre soit une plastie gastrique, soit une plastie colique. Je vais expliquer un peu et professeur Khalfallah demain va faire ça de façon meilleure puisque lui, il fait ça de façon courante. Si les sténoses idéales pour la dilatation, c'est quand elles sont courtes, axiales, régulières. Ça, c'est le cas de figure idéal. En cas d'échec, les échecs sont relativement rares dans ce cas de figure. Ce cas, ce que vous voyez là, ce cas, et peut-être ce cas, ça, c'est des sténoses dilatables. Ça, c'est des sténoses que je vais envoyer sans hésiter au chirurgien parce qu'il y a risque de perforation très élevé. Comment dilater? On a deux techniques de dilatation, soit dilatation avec un ballon qu'on va gonfler, c'est ce qu'on appelle la dilatation pneumatique. On va exercer des forces de tiraillement par ce ballon qui est gonflé à des pressions croissantes, soit la dilatation aux bougies de Savary. Bon, on a les deux. L'avantage de la dilatation pneumatique, c'est que on a le ballon, il est à usage unique, mais ça coûte assez cher. L'avantage des bougies de Savary, c'est qu'on peut les stériliser, les réutiliser, et le coût, il est négligeable. Et on va introduire un fil guide, je vais expliquer, je l'ai dit à peu près hier, on va introduire un fil guide, et à travers le fil guide, on va dilater les bougies de calibre croissant. Il y a certaines règles à respecter. Si le fil guide ne peut pas passer, là, je ne peux pas dilater. C'est les chirurgiens. Je passe la main au chirurgien. Donc, la limite absolue fil guide, il va guider le chemin de cette bougie. Le fil guide, quand il passe, la bougie va coulisser sur le fil guide et elle ne va pas aller,
dans le médiastin, je ne risque pas de perforer. C'est ça l'intérêt du fil guide. Parce que je vais retirer l'endoscope et mettre les bougies. Dès que j'ai une résistance, je mets 2 bougies de calibre supérieur et je m'arrête. Je fais ça sur plusieurs séances. Et là, la fréquence, le nombre de séances, il est à discuter au cas par cas. Pour les sténoses qui ne connaissent pas la dilatation, et là, voilà, c'est un cas clinique reçu le 4 mai 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, par mon ami Dr Kadash. C'est un homme âgé de 34 ans qui a ingéré un caustique il y a 1 an. C'est l'esprit-sel, donc c'est l'acide chlorhydrique. Et il a été dilaté une fois, et puis bon, il est perdu un petit peu dans la nature. Il avait des lésions sévères au niveau de l'œsophage et au niveau de l'estomac, avec une sténose complète du pylore. Vous voyez que c'est finalement l'acide chlorhydrique va entraîner un spasme du pylore, c'était le cas chez ce patient, qui a entraîné une stase, surtout dans la partie déclive, c'est-à-dire l'antre, qui est en amont du pylore. Ça a induit des ulcérations circonférentielles qui ont créé une rétraction, sténose du pylore. Alors, il a été opéré, puisqu'on ne peut pas, le sténose était complètement fermé. La sténose de l'œsophage a été un peu dilatée, et puis le chirurgien a fait une dérivation. Il a ouvert l'estomac, il a monté une once jéjunale, il a fait ce qu'on appelle une anastomose gastro-jéjunale, qui a permis au patient d'être nourri. Là, il revient aujourd'hui, il a traîné un petit peu dans le temps avec l'histoire Covid, et là, il est pratiquement en aphagie. On l'a hospitalisé aujourd'hui en aphagie. Le TOGD, le transit barité de l'œsophage, voilà ce que ça donne. Je dis GD, gastro-duodénal, transit barité, œso-gastro-duodénal, puisqu'on opacifie l'œsophage, l'estomac et le duodénum qui ne m'intéressent pas chez ce patient. Alors, interpréter et d'accord. Donc, c'est une sténose qui reste axiale, hein. Elle est assez régulière, sauf peut-être à ce niveau-là. Elle est filiforme, vraiment, elle est très, très serrée. Elle est filiforme, mais elle n'est pas très longue. Et avec une dilatation de l'œsophage d'amont. Là, demain, je vais essayer de filmer ça pour vous. Demain, Inch'Allah, je vais faire la dilatation de cette sténose avec les bougies de Savary. Je vais la faire, la filmer, et puis je vais vous tenir au courant sur le résultat de cette dilatation. Pour les sténoses gastriques, généralement, c'est la chirurgie. Voici ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Vous voyez la rétraction ici. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'œsophage. Vous voyez ce qui est blanc, la fibrose que ça donne. Ça ferme. Là, la rétraction au niveau gastrique. Comment on rétablit la continuité? Si on a enlevé l'œsophage, il faut mettre quelque chose à la place. Quelque chose à la place, c'est si l'estomac, si les lésions n'intéressent que l'œsophage et pas tout l'œsophage, et l'estomac comporte peu ou pas de lésions. On fait ce qu'on appelle une plastie gastrique, c'est-à-dire on remonte l'estomac et on fait une suture, on le colle avec l'œsophage. La technique, on peut la discuter demain, Inch'Allah. Soit, on va enlever un morceau du côlon droit, c'est ce que vous voyez là. Le côlon droit a du péristaltisme, comme l'œsophage, même s'il est plus large, et on va mettre le côlon droit, on va l'aboucher en proximal avec la tranche de section au niveau de l'œsophage cervical, et on va l'aboucher soit avec l'estomac, soit avec le jéjunum. Et le patient pourra manger le plus normalement du monde. Enfin, le plus normalement du monde, je ne dirais pas ça, mais bon, il pourra se nourrir. La complication très tardive, il y a une seule étude dans la littérature, une seule, qui dit, retenez quelque chose, tout état inflammatoire chronique augmente le risque de cancer. Vous allez faire le cours,
ce rectocolite hémorragique, l'inflammation chronique augmente le risque de cancer. Donc, l'état d'ingestion de produits caustiques induit un état inflammatoire. Cet état inflammatoire dure dans le temps, surtout si on fait des dilatations répétées entraînant ce que vous voyez là, des dilacérations. Eh bien, le risque de cancer, il est de 1 à 7%. Il est multiplié par 1000 par rapport à la population générale. Et le délai, imaginez que si un âge jeune, par exemple, chez un enfant de 5-6 ans, avec 40-45 ans, ça fait un cancer de l'œsophage à un âge jeune. Un cancer de l'œsophage à 45-50 ans. Et c'est un carcinome épidermoïde. Encore une fois, il y a une seule étude dans la littérature, ça n'a pas été refait, parce que vous imaginez qu'il faudra suivre les patients pour une durée minimale de 40 ans, 40-50 ans, voire plus. Donc, c'est très difficile à réaliser en pratique. Donc, il n'y a pas de recommandation claire parce que la question légitime est quelqu'un qui ingère le caustique, comment on le surveille? Je l'ai dilaté, comment je vais le surveiller pour détecter les lésions qui prédisposent au cancer? Globalement, on conçoit à partir de 40 ans de l'ingestion, le rythme, etc. Il n'y a aucun guideline clair là-dessus. Donc, je n'ai aucune réponse à vous proposer. Voilà, j'en ai terminé. L'ingestion de caustique, c'est une urgence médico-chirurgicale pluridisciplinaire. Et s'il vous plaît, surtout dans les cas graves, ne faites pas traîner le malade aux urgences. Parce que parfois, dans toutes les situations aiguës qui engagent le pronostic vital, il ne faut pas le temps, c'est une course contre la montre. Plus vous perdez du temps, plus vous engagez le pronostic vital du patient, il y a une perte de chance. C'est-à-dire, le malade pouvait être récupéré, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous avez demandé un bilan et vous attendez sagement, tranquillement, dans votre vision, etc. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est très mauvais, très délétère pour les malades en situation d'urgence. La TDM avec injection de produits de contraste est très sensible pour le bilan lésionnel et probablement dans les guidelines. Là, j'ai pris les guidelines, j'ai maintenu l'endoscopie parce que c'est ce qui est fait chez nous, mais retenez que dans le futur, c'est la TDM avec injection de produits de contraste, c'est les disponibles. S'il n'y a pas de contre-indication à l'injection, si c'est fait par un opérateur entraîné, ça peut même supplanter largement l'examen endoscopique. L'endoscopie est moins sensible que la TDM, surtout dans les formes graves. Surtout. Le pronostic est conditionné par l'importance des lésions initiales et ne jamais oublier, en cas d'ingestion volontaire, la prise en charge psychiatrique. Une prise en charge psychiatrique est très importante devant toute ingestion volontaire et je vous remercie. Oui, je l'ai dit, les bases. Une base, c'est NaOH, KOH. Revenez un petit peu à la terminale. C'est affaire tasabun. Si vous prenez une graisse, c'est un ester, et la réaction d'une graisse avec une base entraîne, bien sûr, c'est une réaction de saponification. Donc, ça va agir, les bases vont entraîner une destruction des graisses membranaires, c'est les phospholipides et le cholestérol, comme vous le savez, et donc ça entraîne une nécrose de liquéfaction. Voilà. Ah, est-ce qu'on doit ingérer beaucoup d'eau pour diluer le produit? Jamais. Jamais jamais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les dégâts occasionnés par le caustique sont déjà là. Donc, vous n'allez pas changer, vous n'allez rien changer. Deuxièmement, mettre beaucoup d'eau va entraîner des vomissements. Le patient, si vous donnez beaucoup d'eau, il va vomir. Et s'il va vomir, vous allez aggraver les lésions. L'endoscopie peut activer le réflexe nauséeux, donc risque de vomissement. Pas vraiment. L'endoscopie, l'examen endoscopique, déjà,
il est censé être fait sous sédation. Et quand on fait bien, quand on est doux avec le patient, c'est rare que le patient va rôter, va faire des efforts, des efforts comme ça. Sinon, on le fait sous sédation si on a ce problème-là. La chirurgie en cas de trouble neurologique. En cas de trouble neurologique, si le patient n'a pas pris des psychotropes, ça veut dire qu'il y a de la nécrose étendue. Si on a des troubles neurologiques, c'est qu'on a forcément des lésions étendues et qui vont nécessiter une chirurgie, c'est-à-dire une chirurgie exploratrice. Mais là, dans cette chirurgie, idéalement, on fait rapidement un scanner avec injection de produits de contraste qui va donner le bilan lésionnel et on va directement envoyer le patient au bloc opératoire, sinon le risque de décès, enfin le taux de décès sera très important. C'est quoi hydrosoluble? Là, il faut oublier ça, je ne l'ai pas enlevé, c'est quand on donne un examen pour opacification, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le transit barytique, c'est la baryte. La baryte, le problème de la baryte, ça donne de belles images, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais le problème de la baryte, c'est qu'elle n'est pas soluble. Donc, imaginez que vous avez une perforation. La baryte va passer dans le médiastin ou dans le péritoine. Elle ne pourra pas être éliminée puisqu'elle n'est pas soluble dans l'eau. Et donc, ça va induire des complications, des réactions à corps étranger, et ça va induire, bien sûr, des problèmes. Alors, dans ces cas de figure, si on suspecte une perforation, on va donner, au lieu de la baryte, un produit radio-opaque, mais qui est soluble dans l'eau. C'est ce qu'on appelle hydrosoluble. Ça donne des images de moins bonne qualité, mais il n'y a pas ce risque qu'on retrouve avec la baryte. La chirurgie est indiquée en cas de perforation, quel que soit le stade, et surtout, la chirurgie est indiquée pour les stades 3B, nécrose étendue, avec un scanner injecté qui va vous dire que cette sténose est étendue dans la paroi. Là, la chirurgie est indiquée. Dans les autres cas, c'est-à-dire ce que j'ai parlé dans l'algorithme, si le patient fait un état de choc, s'il a des troubles neurologiques, sans prise de psychotropes, c'est qu'il y a une nécrose étendue. Donc ça va aller à la chirurgie. Ça arrive dans la maison, d'accord? Ça arrive, les gens prennent de l'eau de javel diluée ou non diluée sans faire attention. Non, dilué, non dilué, ce n'est pas la même chose. L'eau de javel diluée, ce n'est pas un produit caustique. Ce n'est pas un produit caustique. Donc, l'eau de javel concentrée, non. L'eau de javel concentrée, c'est un produit caustique. D'accord? On n'essaie jamais d'aspirer le produit le plus tôt possible. Oh, ah, d'accord. D'accord. C'est-à-dire, si je reçois un patient qui a ingéré un produit caustique, avec mon endoscope, je peux aspirer. Ce n'est pas recommandé pour deux raisons principales. La première, c'est que les lésions sont là. La deuxième, c'est que je vais bousiller mon endoscope, qui coûte très cher. Si je bousille mon endoscope qui coûte très cher, sans bénéfice pour le patient, et donc il ne faut pas le faire. Les brûlures caustiques peuvent être prises en charge par un généraliste. Ah non, le caustique, non seulement, et pas par le spécialiste non plus, c'est pris en charge dans un centre spécialisé par plusieurs spécialistes. 3B, est-ce qu'on fait une biopsie? La biopsie ne sert strictement à rien. Si on fait une œsogastrectomie, comment le patient va se nourrir? Voilà. Si on fait une œsogastrectomie, on fait une cervicostomie, une stomie de l'œsophage cervical, et on fait une jéjunostomie d'alimentation, d'emblée, puisque le rétablissement de la continuité se fera beaucoup plus tard. Les lésions bronchiques sont dues à quoi? Ah là, vous faites carême, réellement. Hein. Les lésions bronchiques, j'ai dit, s'il y a une destruction de la paroi œsophagienne, il va y avoir une extension par contiguïté, ou deuxièmement, si le produit est volatile, par inhalation, ça peut induire des lésions caustiques. Mais
Dans le cas qu'on a vu, c'est la destruction de la paroi œsophagienne, ça va s'étendre vers la trachée. Patch pulmonaire, ça veut dire un bout de muscle ou un lobe de poumon qu'on va utiliser pour boucher la région perforée ou la région qui risque de perforer. Le stripping, on va en parler demain. Jéjunostomie. Vous n'avez pas compris jéjunostomie. Jéjunostomie, c'est le jéjunum. On va ouvrir et faire une ouverture, la boucher à la peau. Et à travers cette stomie, on va injecter de la nourriture. Comme ça, le patient ne va pas être dénutri. Ah, plastique, colique, gastrique, ont-elles des complications, dysphagie par exemple? Ça, c'est une très bonne question. Oui. Eh bien oui, ça c'est le risque majeur. Le montage chirurgical doit être très bien fait et malgré ça, il risque d'y avoir un rétrécissement. Et j'ai quelques patients, envoyés d'ailleurs par le professeur Khalfullah, on va le taquiner un petit peu demain, pour dilatation justement de ces sténoses-là. Ça marche assez bien. Ça marche assez bien, la dilatation. Si ça ne marche pas, eh ben, on doit reprendre le patient chirurgicalement, ce qui est très très difficile. Les antibiotiques, ça ne sert à rien. Si la TDM n'est pas disponible, 3B, eh ben, si la TDM n'est pas disponible, ça c'est problématique parce que la TDM n'est pas disponible. Vous devez faire au moins une endoscopie bronchique et puis vous allez décider de l'intervention. Vous allez faire une intervention. Je ne crois pas que vous serez dans un centre qui fait l'œsophagectomie dans l'urgence et il n'a pas de TDM. Ça, c'est un cas de figure impossible. Et là, vous imaginez bien que dans les 3B, le taux de mortalité, en tout cas chez nous, est très, très élevé. La fibroscopie bronchique, c'est dans les stades 3B. 3B. Elle est nécessaire dans les stades 3B. Est-ce qu'on peut éliminer la présence d'une perforation sans TDM? Bon, la perforation, si vous avez un malade qui a des douleurs thoraciques, vous mettez la main, ça crépite, s'il y a passage d'air, il a perforé, ça c'est clair. Bien sûr, vous allez documenter ça, le siège de la perforation, la confirmation de la perforation par l'examen TDM. L'endoscopie ne va pas aggraver les lésions, la réponse est non. Parce que l'endoscopie, elle est faite sous contrôle de la vue, sous contrôle strict de la vue, on progresse sous contrôle de la vue, avec un minimum d'insufflation, et ça doit être fait par un endoscopiste expérimenté, surtout en cas de lésion grave. Je ne donnerai pas à mon résident, même s'il est en 4e année de spécialité, faire une endoscopie pour un caustique qui a de la nécrose au niveau oropharyngé. Non, ça ne sert à rien les IPP. Les IPP, j'aurais dû enlever d'ailleurs. Ça ne sert à rien. L'eau de Javel commercialisée. L'eau de Javel commercialisée dans les bouteilles, c'est de l'eau de Javel diluée. Est-ce que l'endoscopie est obligatoire même après une ingestion d'une petite quantité d'eau de Javel? Là, je vais me fâcher. Là, je vais me fâcher les jeunes. Petite ou grande quantité d'eau de Javel diluée, pas d'endoscopie. Pourquoi il y a une hypercatabolique? Bien sûr qu'il y a les fuites plasmatiques. On est en train de perdre des protéines, des électrolytes, de l'eau, etc. Bien sûr, il faut compenser les apports. L'inflammation diffuse va entraîner une réaction qui va, toute cette réaction inflammatoire va entraîner bien sûr une demande d'énergie, une consommation d'énergie importante, donc hypercatabolisme. C'est ça ce que ça veut dire. Lors de la prise accidentelle de caustique par un enfant, quels sont les... C'est idem que l'adulte. Idem. Ne pas faire des gestes intempestifs. Ne pas faire du n'importe quoi. Enlever, si les vêtements sont touchés, les enlever, le mettre en position de sécurité, faire un nettoyage par une compresse bien imbibée d'eau au niveau buccal, et c'est tout. Pas d'huile d'olive, s'il vous plaît, pas de rien. L'examen clé,
Actuellement, retenez l'endoscopie. Dans les formes graves, c'est la TDM. Et la TDM en deuxième intention, après l'endoscopie, dans les formes graves, c'est ce que vous devez retenir. Mais j'ai déjà dit que dans un futur proche, parce que moi je parle, si vous parlez des guidelines au niveau international, pratiquement, on a tendance plutôt à privilégier la TDM avec injection de produits de contraste, à condition qu'elle soit bien lue, qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Mais dans la majorité, on reste endoscopie d'abord, puis bon, la TDM dans les formes graves. Ingestion d'eau de javel concentrée, les lésions sont maximales. L'eau de javel concentrée, ça veut dire, non. Dans l'eau de javel concentrée, l'endoscopie n'est pas contre-indiquée. Vous faites après les 24 heures pour avoir un bilan lésionnel plus précis. Si votre TDM vous répond clairement à la question sur l'extension bronchique, vous pouvez vous passer de l'endoscopie bronchique effectivement. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on fait une étude anapathe? Non. L'étude anapathe n'est pas obligatoire. On l'a fait pour essayer de vérifier la fiabilité du scanner, etc. Mais sinon, on n'a pas besoin d'anapathe. Comment peut-on éliminer une perforation de l'œsophage avant l'endoscopie? Eh bien, l'examen clinique. Si l'abdomen est souple, il respire bien. Si il n'y a pas de perforation au niveau abdominal. S'il n'y a pas de signe de détresse respiratoire, de douleur thoracique, il n'y a probablement pas, de perforation médiastinale. Il faut rester clinicien. Bien évidemment, si vous voyez les anciennes questions, on vous dit il faut faire au minimum, à but médico-légal, je ne sais pas quoi, un télé-thorax, un aspect. Bon, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. S'il n'y a pas, si l'abdomen est souple, respire bien, s'il n'y a pas de symptomatologie thoracique, ces examens ne servent pas à grand-chose. Si j'ai un doute, je fais d'emblée l'examen TDM. Je fais d'emblée l'examen utile pour le patient qui prend peu de temps et qui est très fiable. Ah, pour les stades 1, alimentation immédiate. Si vous avez un 2A, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un 2A gastrique, eh bien, vous allez libérer le patient et autoriser une alimentation orale. Ce pas des lésions graves qui vont entraîner des complications. Si c'est une ulcère superficielle, juste au niveau de l'estomac, et de l'érythème, un petit peu ça et là, de l'érythème au niveau de l'œsophage, ça c'est un patient que je ne vais pas hospitaliser en réanimation. C'est un patient, je vais autoriser l'alimentation orale dans un premier temps, si vous le voulez, liquide, et puis au bout de 24-48 heures, il va reprendre l'alimentation orale habituelle. Le stade sévère, l'alimentation, la reprise de l'alimentation, c'est après le bilan de J21, c'est-à-dire après les 21 jours. J'ai fait le bilan, s'il y a de l'amélioration et il y a possibilité d'alimentation orale, c'est OK. S'il n'y a pas d'amélioration, eh ben, je vais préconiser une jéjunostomie, c'est-à-dire aboucher le jéjunum à la peau et avec des seringues, etc. Non, la chirurgie, pas dans le 3A, dans le 3B. L'indication de l'antibiothérapie, si au cours de la surveillance, le malade fait une infection prouvée, on va faire une antibiothérapie orientée en fonction du germe et en fonction de la sensibilité de ces germes. Si le patient ne dit pas, c'est pas le patient qui dit est-ce que l'eau de javel est diluée ou concentrée. Si c'est les bouteilles, c'est dilué. Si c'est le berlingot, c'est concentré. La gravité des lésions diffère pour les acides et les bases. Euh,
Oui, les bases dans des lésions plus graves. Mais dans l'absolu, ce n'est pas absolu parce que ça dépend également de la quantité du caustique. Si tout l'estomac est nécrosé, ben on enlève. Pourquoi TDM avec injection, produit de contraste? Parce que les tissus nécrosés ne veulent pas prendre le contraste, alors que le tissu normal prend le produit de contraste. Donc, si on n'injecte pas, on ne peut pas faire la différence entre un tissu qui n'est pas malade et entre un tissu qui est très malade. Comment prévenir le risque d'infection des antibiotiques donnés à titre préventif de façon systématique? La meilleure prévention de l'infection, c'est la nutrition. Quand elle est orale, c'est mieux. La nutrition parentérale et les mesures qu'on va prendre en unité de réanimation. Peut-on réaliser une IRM à la place de la TDM? Ça, c'est une bonne question, ça. L'examen de référence, c'est la TDM. L'IRM, c'est un examen beaucoup plus cher, mais il n'est pas indiqué, du moins en première intention, dans ces cas de figure, parce que c'est un examen qui est peu accessible et qui est beaucoup plus cher. Mais j'imagine qu'avec l'injection de gadolinium, ça peut donner des informations assez proches que le scanner. La dilatation du sténose se fait en une séance ou en plusieurs séances. Eh bien, on va faire la dilatation et on va évaluer en plusieurs séances généralement. 3 ou 4 séances, voire plus. Et on va espacer les séances en fonction du résultat. On ne donne pas les IPP, oubliez-les. J'ai fait une bêtise. Une lésion, est-ce qu'il y a des aliments à bannir? Pourquoi on n'utilise pas les IPP? Pourquoi on utilise, pourquoi on n'utilise pas ça, bon. On a généralement, sans preuve, des malades qui sont 2A, qui sont incolibères, on met sous IPP, mais sans aucune preuve de l'efficacité de ces IPP. On ne fait plus de téléthorax. Bon, on ne fait plus de téléthorax. Ça dépend. Hein. Si vous n'avez pas de scanner dans votre structure, vous allez faire le téléthorax avec un cliché qui prend les coupoles pour la recherche de pneumopéridoine. Mais sinon, l'examen à faire d'emblée, c'est le scanner. Il est plus fiable, il vous donne plus d'informations, il est plus rapide, il est tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi passer téléthorax, ASP? C'est la même discussion. Quelqu'un qui fait une occlusion intestinale aiguë et qui consulte en urgence. On fait plus d'abdomen sans préparation pour dire les fameuses, je sais pas, niveau hydroaérique, plus haut que large, plus large que haut, l'histoire, c'est le scanner d'emblée. Le scanner va vous donner l'obstacle, le siège de l'obstacle, la nature de l'obstacle, va vous donner beaucoup d'informations, beaucoup plus fiables.